Chers confrères, je suis particulièrement heureux de vous présenter pour une première communication depuis votre réception en qualité de membre résident au sein de notre académie le 22 mars 2019 par notre présidente Simone Mazoric. Vous êtes né à Toulouse et votre père était pasteur. Vous entamez des études de philosophie à Montpellier jusqu'à la licence. Vous avez poursuivi votre cursus à Paris. Vous obtenez une maîtrise et un DEA sous la direction, entre autres, de Paul Ricoeur. Vous soutenez ensuite en 1983 une thèse, toujours sous la direction de Paul Ricoeur, intitulée « Le statut phénoménologique de la rêverie poétique selon Gaston Bachelard ». Vous soutenez en janvier 2000 une thèse pour une habilitation à la direction de recherche en philosophie sur l'intervalle du temps éthique entre le courage et le pardon. Paul Ricoeur faisait partie du jury. Paul Ricoeur, on l'aura compris, sera votre inspirateur tout au long de vos réflexions. Vous êtes qualifié en philosophie par le Conseil national des universités en 2003. Vous avez enseigné la philosophie au Tchad, à Montpellier et à Istanbul. Depuis 1984, vous êtes professeur de philosophie éthique à l'Institut protestant de théologie, d'abord à la faculté de Paris, puis à celle de Montpellier. Vous avez écrit bien entendu de nombreux ouvrages, notamment sur l'œuvre de Paul Ricoeur, et vous avez évidemment participé à de nombreux colloques. J'ai noté à cet égard qu'en 1996-1998, vous aviez collaboré à l'organisation d'un cycle d'études sur la prison avec Antoine Garapon à l'Institut des hautes études sur la justice. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur ce collègue qui a débuté comme juge des enfants, puis s'est rapidement tourné vers une réflexion sur les évolutions du droit et de la justice. De nombreux magistrats, votre serviteur en a fait partie, ont assisté dans le cadre de la formation continue au séminaire organisé par l'Institut. C'était une bouffée d'oxygène, un temps où on pouvait enfin prendre du recul, tout simplement penser et réfléchir sur son métier. Vous avez choisi aujourd'hui de nous parler de nos identités et votre communication s'intitule « Nos identités sont-elles racontables ?» Je ne suis pas philosophe et je ne me hasarderai pas à aborder ce sujet avec la même profondeur de regard que la vôtre. Mais cette notion d'identité évoque trois situations qui me viennent immédiatement à l'esprit. La première illustre un paradoxe. Vous avez sans doute suivi le débat qui est né suite à une proposition de loi qui instituait un délit de provocation à l'identification. Il fallait trouver la formule. Il s'agit de préserver l'anonymat des policiers et des gendarmes. En opération, ils n'agissent pas en quelque sorte comme individus, mais comme une force composée de personnes, ou plutôt de non-personnes, car innommables. En devenant anonymes, ils deviennent invulnérables. Face à cet ennemi se trouve une autre foule, là encore innommable, mais qu'on voudrait cette fois identifier, celles et ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. La loi punit ceux qui cherchent à dissimuler leur visage. Dans l'un et l'autre cas, la non-identité est protectrice, alors qu'elle est, par essence, structurante. Mais en espèce, il ne faut pas dire qui on est. Il ne faut pas avoir d'identité. Peut-être est-il plus simple d'exercer la violence sur quelqu'un qui n'a pas un visage humain. La deuxième situation est extraite du témoignage d'une victime qui avait été mécontente de son procès parce que les juges n'avaient pas pris le temps de l'écouter. Or, quand elle a reçu le jugement, elle s'est aperçue que son nom n'avait pas été écrit correctement, et ce, à plusieurs reprises. Ils ont été incapables d'écrire mon nom sans faute, dit-elle. Pour eux, je n'existais pas, je n'avais pas d'identité. La troisième situation résulte là encore d'une expérience professionnelle. J'ai pu ainsi constater que parfois, les victimes d'actes de violence, notamment conjugales, ou de viol, étaient atteintes dans leur dignité jusqu'à perdre leur identité. Elles sont considérées comme des objets, des choses, et non plus comme des êtres humains. Elles réclament justice à travers un procès
moins pour voir l'auteur condamné que pour pouvoir s'exprimer. La parole concourt à construire leur identité. Les mots réhumanisent. Paul Ricoeur, entendu comme témoin dans le procès du sang contaminé, déclarait « Derrière la clameur de la victime se trouve une souffrance qui crie moins vengeance que récit. » En tout cas, ce qui est certain, c'est que le masque que la crise sanitaire nous impose est insupportable, moins pour l'inconfort qu'il implique que parce qu'il conduit à ne plus nous rendre identifiables. Même si on n'a pas besoin de connaître l'identité de celui auquel on s'adresse, au moins doit-il avoir l'apparence de soi-même. Il y a toujours un peu de jeu dans l'autre. Mais je me constate que je m'aventure sur un terrain qui n'est pas le mien. Aussi, je préfère, sans plus avant, vous laisser la parole. Monsieur le Président, chers confrères, mesdames, messieurs, je suis très, très heureux d'être avec vous pour cette séance à l'Académie et de Nîmes. Et vraiment, je remercie notre Président pour cette présentation extrêmement pleine de suggestions sur le thème que je me suis proposé et qui a été très loin, je dirais déjà, dans les questions les plus fertiles qui sont aussi les miennes et qui étaient celles de Paul Ricoeur. Oui, c'est vrai que j'ai choisi ce thème un petit peu parce que c'est aussi lié à un agenda, on pourrait dire, du débat public sur la question de l'identité, sur la question de la sécurité. Ce sont des questions qui sont maintenant, je dirais, depuis longtemps, de manière régulière, de manière, je dirais, un peu répétitive et même obsédante à l'ordre du jour. Et je me suis dit que ça valait le coup de la prendre, je dirais, philosophiquement. Parce qu'on pourrait dire philosophiquement, il y a un philosophe américain qui disait « l'identité n'est pas ce qui importe ». On pourrait en effet dire bon, pourquoi l'identité, ce n'est pas une question importante. Oui, mais c'est peut-être facile de dire ça pour ceux qui ont une identité très assurée, des racines très solides, un patrimoine culturel très, très ample. Mais pour ceux qui sont déracinés, déplacés par les tempêtes de l'histoire, ceux qui, chez eux aussi, se retrouvent dépaysés chez eux par le fait qu'ils ne reconnaissent plus rien, parce que tout est en train d'être bouleversé très vite, eh bien, cette question n'est pas un luxe. Et donc, je pense que ça vaut le coup de la prendre au sérieux. C'est un sujet passionnel, c'est un sujet explosif, évidemment. Donc, on va être tenté de le dépassionner, de le prendre avec un peu de largeur de vue. Et j'aurai 3 moments. Un premier moment où je vais essayer de définir, peut-être pas définir, mais d'approcher l'identité. J'aurai trois approches, mais on verra notamment que l'identité n'est pas qu'une question individuelle. Les identités se caractérisent aussi par des appartenances. Deuxièmement, nous chercherons à comprendre pourquoi ce trouble de l'identité, et notamment ce trouble dans le récit national. Pourquoi est-ce que nous avons des débats que j'ai pu avoir récemment d'ailleurs avec le président de la République, qui était un proche de Paul Ricoeur, le philosophe dont j'ai suivi le parcours depuis des décennies, et il disait, voilà, notre problème, c'est un problème d'intégration des Français dans un récit commun, et c'est un sujet extrêmement délicat et difficile. On essaiera de comprendre pourquoi. Et mon troisième moment, je repartirai d'une formule de Paul Ricoeur qui parle d'hospitalité narrative, et j'essaierai de proposer, de penser cette hospitalité narrative mutuelle, mais aussi de penser l'horizon commun. Qu'est-ce qui fait que ce récit projette un horizon commun? Donc je commence par, première partie, 3 approches de l'identité. Donc comment identifier l'identité, si je puis dire? Est-ce que c'est une notion biologique? Est-ce que c'est une notion donc, culturelle? Est-ce que c'est une question philosophique aussi? Bon. Alors la première hypothèse que je vais proposer, c'est l'identité est une notion défensive, que je rapprocherai de la notion d'immunité. Nous avons besoin de défense, pour exister, les individus que nous sommes ont besoin de défense immunitaire, et qui sont les socles de toutes les différenciations entre soi et l'autre que soi, et donc avec la question de la limite, de la clôture, de la frontière. La question est la suivante: quand l'immunité est trop affaiblie par des attaquants réels, ou d'ailleurs parfois imaginaires, mais ça peut suffire, à ce moment-là, ça crée de l'intégrisme, ça crée des communautarismes, ça peut créer de la xénophobie, bien sûr, du racisme, etc. Et c'était Claude Lévi-Strauss qui observait dans Race et Histoire que, dans ces cas-là,
plus on accentue le discours de l'ouverture, je dirais justement de l'échange, de la communication, et plus on renforce finalement la fièvre. Au lieu d'apaiser, on renforce la réaction. Donc il faut être attentif il faut accepter qu'on a besoin de clôture, qu'on a besoin de frontières. La frontière qui est l'asymétrie entre un dedans et un dehors. C'est pas pareil dedans et dehors. Mais du coup, peut-être qu'il faut penser non pas à l'opposition massive entre l'ouverture et la clôture, mais penser une dialectique fine, remettre un peu de clôture dans l'ouverture et un peu d'ouverture dans la clôture. Voilà, ça serait, je dirais, et aussi, par exemple, entre les langues, entre le sentiment que l'autre, c'est une langue, comme disaient les Grecs, barbara, c'est barbaroi, c'est vraiment ceux qui barbares, qui ne parlent pas, qu'on ne comprend pas d'une certaine manière. Voilà, il y a de l'incompréhensible. Mais justement, essayer de penser ce que Ricoeur appelait d'ailleurs l'hospitalité langagière, c'est ça la traduction, c'est penser que je peux comprendre la langue de l'autre, tout ce qui est humain, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, et donc je peux comprendre l'autre et l'autre peut me comprendre. Mais ça demande d'accepter qu'il y a des langues différentes et qu'on ne peut pas comprendre si vite, on ne comprend pas de plein pied. Il y a du dedans et du dehors. Et je dirais un petit peu plus loin encore sur cette première piste, c'est qu'on ne peut pas séparer l'un et l'autre. C'est-à-dire, nous sommes des hôtes mutuels, et il y a d'ailleurs en français une magnifique équivocité du mot hôte. Est-ce que l'hôte c'est celui qui reçoit, ou est-ce que l'autre c'est celui qui est reçu? Il y a du passif-actif dans la notion d'hôte et dans la notion d'hospitalité. Mais la notion d'hospitalité, c'est aussi, en latin, hostis, c'est aussi la notion d'hostilité. Et donc, toute la dialectique, ça va être la dialectique de comment faire place à l'hostilité, comment comprendre qu'il puisse y avoir de l'hostilité pour pouvoir faire place à l'hospitalité. On ne peut pas séparer si facilement que cela les deux notions. Il y a de l'autre en nous, comme disait notre président tout à l'heure, et de nous dans les autres. La frontière est poreuse. Une frontière qui serait absolument imperméable, ben, ce serait la mort. Un corps qui serait fermé par une frontière absolument imperméable, ce serait la mort. Lévi-Strauss le disait aussi, on a besoin d'échange. Mais voilà, pour qu'il y ait de l'échange, il faut aussi qu'il y ait une différence, qu'il y ait aussi des limites. Ricoeur avait une formule magnifique qui disait « Pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. Pour qu'une culture rencontre une autre culture, eh bien, il faut qu'elle existe elle-même. Il faut qu'elle ait le courage d'exister, qu'elle ait la force d'exister. » Donc voilà, ça serait une première hypothèse, une première approche, une identité immunitaire, je dirais un peu défensive. Deuxième approche, une approche plus directement philosophique, ce que j'appelle l'identité interrogative. Ricoeur, ici, s'appuierait plutôt sur, et je le suivrai là-dessus, sur la pensée, la réflexion de Hannah Arendt, qui, dans Conditions de l'homme moderne, disait l'identité, elle est dire l'identité d'un individu ou dire l'identité d'une communauté, c'est répondre à la question qui, dit-il. Qui, c'est-à-dire, pour Hannah Arendt, c'est dévoiler le qui par l'action, par la parole, je dévoile qui je suis, c'est-à-dire j'interprète qui je suis. Nous nous interprétons par des actions, par des paroles, plus encore de cette manière que par notre travail. Notre travail, je dirais, c'est ce qu'il y a d'anonyme, mais les actions, les paroles, ce par quoi nous interprétons notre place dans le monde, si je puis dire, le fait que nous existons, le fait brut d'exister, voilà, c'est ça, c'est l'interprétation qui dit notre identité. Et en même temps, voilà, il y a là une question philosophique parce que c'est une variation sur le thème. Le même qui peut être, le même être peut être saisi sous différents profils. Et par exemple, on parle de Napoléon en ce moment, ben, Napoléon c'est en même temps le vainqueur d'Austerlitz et le vaincu de Waterloo. C'est en même temps, je dirais, le grand metteur en œuvre du Code Napoléon et en même temps celui qui rétablit l'esclavage. Vous voyez, donc le même qui, la même personne peut être le même qui, des choses qui pourraient même être apparemment sembler contradictoires, si vous voulez. Et nous sommes tous, l'identité, elle est tissée ainsi. Donc ça pose un problème de la question qui suis-je, c'est la question philosophique qui suis-je, question de Socrate de toute manière, hein, qui suis-je, mais la question qui suis-je, connais-toi toi-même, c'est aussi la question qui dites-vous que je suis. Dans les évangiles, Jésus pose cette question, qui dites-vous que je suis? J'ai envie de dire, voilà, nous nous interprétons les uns les autres devant les uns les autres, et on a besoin justement de penser l'identité elle-même comme une question. En fait, il n'y a pas de réponse qui puisse entièrement répondre à la question qui suis-je, qui sommes-nous.
C'est pas fini. En plus, ce n'est pas fini. Bon. Mais en même temps, on en a besoin, ne serait-ce que pour des raisons justement de justice pénale, par exemple, pour imputer qui est l'agent, qui est l'auteur de cette action. Hein, bon, on en a besoin. Alors, troisième hypothèse, et c'est là qu'on en vient à notre hypothèse centrale pour aujourd'hui, l'identité narrative. Ricoeur, s'appuyant sur Arendt, dit mais finalement la pleine réponse à la question qui, c'est le récit. En disant, c'est la réponse la plus ample, la plus complète, parce que le récit, c'est pas une définition, c'est une définition dans le temps, c'est le même qui raconte qui et puis qui, c'est le même qui a fait ça, puis fait ça, et pas seulement ce qu'il a fait, mais aussi ce qu'il a subi. Il y a des choses qui nous arrivent. C'est important dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent, il n'y a pas que ce que nous faisons. Mais il n'y a pas que ce qui nous arrive, il y a aussi ce que nous faisons. Le récit raconte à la fois la face passive et la face active. Il y a les deux. Dans Temps et récit, j'ai apporté jusqu'au troisième volume, donc le temps raconté, donc de Ricoeur, c'est publié en 1985. Il insiste justement sur cette double définition, une dimension presque involontaire, des choses que l'on ne choisit pas, qui sont de l'ordre de la finitude. Voilà, je suis comme ça, je suis un garçon, je suis né en 1953, je suis français, je suis né dans une famille protestante. Voilà, mon identité est déjà pas mal ciblée par toutes ces choses qui sont presque des données. Et après, je peux le changer. Après, je peux faire arriver autre chose, si je peux dire. Et je n'ai jamais fini, justement, tout au long de ma vie, de faire arriver par mes initiatives autre chose que ce qui m'avait été donné. J'interprète ce que je suis. J'interprète ce qui m'a été donné. Voilà. Donc le récit, il met tout ça, ensemble. Et puis, alors, nos identités narratives sont comme nos mémoires vraiment imbriquées, enchevêtrées, intriquées avec celles des autres. Je ne peux pas me raconter tout seul. Je me raconte, mais aussi je suis raconté par d'autres et j'intègre ce que racontent d'autres dans mon propre récit, c'est comme la mémoire. Et donc, quelque part, mon récit, notre identité narrative, elle n'est pas entièrement racontable elle-même, si je peux dire. Elle est trouée parce qu'elle est lacunaire, elle est enchevêtrée avec celle des autres, elle est pleine de trous, et je dirais aussi, elle est feuilletée. C'est une identité qu'on peut feuilleter, justement, elle varie, elle vient d'autres, elle est variable, elle vient de... J'aurais pris une formule de Gaston Bachelard, en effet j'ai beaucoup travaillé Gaston Bachelard, et il y a un poète, j'ai oublié qu'il citait, qui disait « Je viens de 1000 enfances ». Je viens de 1000 enfances, je viens de 1000 sources, je viens de plusieurs sources, je n'ai pas qu'une seule enfance, je n'ai pas qu'une seule source. D'ailleurs, généalogiquement, si je ne descends pas d'une seule lignée, je descends de lignées qui se démultiplient de manière incroyable. Et mes ancêtres ont eu d'autres descendants que moi. Donc l'identité, elle est enchevêtrée aussi, dans ce sens de la figure généalogique. Donc elle est plurielle. Je viens de 1000 sources, si je raconte toutes les sources généalogiques. Mais il n'y a pas que les sources généalogiques, il y a aussi les sources de... Je viens de tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, qui m'ont quelque part fait renaître. Je viens même des livres que j'ai lus, quand je sais pas moi, quand je lis Shakespeare, quelque part, ça me donne des choses, des expériences que je n'ai pas vécues et qui font partie désormais de ma vie. Donc je viens aussi de tout ce que j'ai, quand je vois des grands films, etc., qui s'intègrent dans mon expérience, même si ce n'est pas ma mémoire à moi, ça se greffe sur ma mémoire. Donc il y a une sorte de mémoire culturelle, si je puis dire, qui est greffée sur mon identité, avec des apports successifs qui font que, venant de toutes ces sources, je forme une rivière qui elle-même n'a pas fini de recevoir d'autres rivières jusqu'à devenir un fleuve qui n'est pas encore jusqu'à la mort, qui ne trouve pas son estuaire, si je puis dire, qui le cherche. Donc c'est une identité inachevée. Je disais tout à l'heure, lacunaire. Donc c'est important de reconnaître la pluralité de nos attaches, la pluralité de nos appartenances, et je dirais éventuellement même les tensions. Il peut y avoir des tensions entre certains aspects de nos appartenances. Donc voilà, et quand je disais narratif, identité narrative, il y a une dimension historique, réelle, mais aussi une dimension fictive. Nos narrations sont aussi des fictions. Nous nous imaginons, nous nous projetons. Ça fait partie aussi de l'identité narrative. Donc il y a une dimension poétique. Il y a même une dimension éthique, au sens où Ricoeur a une formule très complète où il dit « Qui suis-je ? Qui suis-je, moi, si versatile ?» toutes ces variations, Qui suis-je, moi, si versatile, pour que, néanmoins, tu comptes sur moi ? C'est l'identité dans la promesse, l'identité devant l'autre, dans ton engagement avec l'autre et devant l'autre. Qui suis-je, moi, si versatile, pour que, néanmoins, tu comptes sur moi ? Voilà. Il me semble là avoir traversé un certain nombre des thèmes qui me semblent importants pour
approcher, on va dire, l'identité. Alors maintenant, on va rencontrer une deuxième partie, que j'ai intitulée le récit national, carrément, parce que justement, on pourrait dire, justement, je suis dans la rue, démasqué en pleine période de confinement, et de gendarmes qui s'approchent de moi, de policiers qui n'ont vos papiers. Bon, l'identité, c'est aussi l'identité, on va dire, l'identité de l'état civil. C'est l'identité légale. C'est pas que je ne vais pas raconter, si le gendarme me demande, si on me demande mon identité, je ne vais pas raconter toute mon histoire. Il y a un moment, il va me couper, il va dire, écoutez, c'est pas ça la question. Bon. Même si parfois, ça serait intéressant que justement les policiers s'intéressent un peu plus à l'identité narrative des personnes qu'elles interrogent, et pas seulement à l'identité, je dirais, état civil. Mais bon, c'est une question ample. Mais ce que je veux dire, c'est que l'identité n'est pas seulement la singularité. C'est-à-dire, on s'identifie par appartenance. Appartenance à des groupes, à des langues, à des milieux, à des nationalités, à des terroirs, à des villes. Je suis nîmois, je suis très attaché, je suis nîmois depuis peu, mais depuis une dizaine d'années, mais je suis très attaché à ma ville. Par appartenance à éventuellement une communauté religieuse, à des traditions religieuses, mais aussi à un métier. On a des métiers, ça fait partie de notre identité. On a aussi des engagements associatifs, par exemple. Tout ça, ça fait partie de nos identités. Donc, voilà, il faut penser que les identités se définissent par des communautés, et donc dire « je », quelque part, c'est aussi toujours dire « nous ». Alors, c'est pour ça que je veux rencontrer cette question-là, qui est une question importante. Mon premier point sera pour parler des politiques de mémoire et d'oubli. Je dirais qu'il n'y a pas de groupe humain, quel qu'il soit, même la communauté de confrères que nous formons ici dans une académie, comme celle ici de Nîmes, eh bien, il n'y a pas de groupe humain qui n'organise son rapport au passé, qui ne se raconte son histoire. Et d'ailleurs, c'est en changeant le passé qu'on change le présent et qu'on change le futur. Pensez à la Renaissance, qui réinterprète le passé, la réforme, mais la révolution, mais la perestroïka dans la Russie du changement entre l'ère soviétique et l'ère actuelle, c'est vraiment le mot perestroïka, c'est ça, c'est la révision du passé. Comment on va reconsidérer tout le passé. Et je dirais que nous oscillons toujours dans nos politiques de mémoire et d'oubli, surtout à l'échelon proprement politique, entre trop de mémoire et trop d'oubli. Et je pense que notre époque est particulièrement caractérisée par cette oscillation, ou je dirais cette montée. Dans la première partie, j'avais montré d'un côté, je dirais, excès d'ouverture, d'échange, et de l'autre côté, excès de clôture. Là, je dirais excès de mémoire et excès d'oubli. Excès de mémoire parce que nous avons une puissance de conservation qui est prodigieuse. Nous avons une capacité de numérisation, ce que nous sommes en train de faire sur les cartes postales par exemple, donc on numérise et donc on peut sauvegarder, après si on a sauvegardé toutes les cartes postales, Dieu nous en préserve, mais si l'académie brûlait, eh bien on aurait la mémoire, il y a un patrimoine qui serait en quelque sorte numérisé. On peut tout sauvegarder, on peut tout sauver, c'est une proposition presque théologique, on peut tout sauver, tout peut être sauvé. Bon. Mais du coup, on est un peu envahi par la mémoire. On est à l'époque des musées. Je pense à Malraux, le musée imaginaire. On a en même temps, on peut avoir toutes les images de l'humanité, de tous les arts, etc. Bon. Et donc, ça correspond à une conception un peu folle. Peut-être une conception, je dirais peut-être d'une vie qui n'est plus capable de repousser son passé. C'était, je crois, Bergson. Non, c'était Nietzsche. C'est Nietzsche relu par Deleuze qui disait « La mémoire, c'est la faculté de repousser le passé. » Pas la faculté d'intégrer le passé, mais la faculté de le repousser, de le tenir à distance et de sélectionner dans le passé ce qui nous est utile. Voilà, donc là, ce serait une première menace. Mais de l'autre côté, il y a l'autre menace qui est notre faculté à jeter. On est dans une société quand même du jetable. On jette facilement. Dès que quelque chose est un peu vieux, hop, on le repeint, il faut le remettre à neuf, on le refait. Et donc, on a une faculté, aujourd'hui, je dirais, d'amnésie extrêmement puissante, une société consumériste, où finalement, on a le sentiment de ne rien devoir au passé, de n'avoir aucune dette à l'égard du passé, et donc il n'y a que nous, on est dans un présentisme, je vais y revenir tout à l'heure, c'est un point très important. Et puis, politique de mémoire et d'oubli, nous sommes enfoncés dans des mémoires
dont on ne peut pas changer si facilement. J'ai ma mémoire, y compris ma mémoire artificielle, culturelle, ma mémoire collective, si je puis dire, la mémoire de mes appartenances, et la mémoire de ma langue, par exemple. Et donc, comme on n'a pas la même mémoire, on n'a pas les mêmes irréparables. Et donc, par rapport au malheur, par exemple, c'est pas si facile que ça de comprendre un autre qui a eu son malheur, et on peut avoir de l'empathie, mais quelque part, on ne peut pas complètement jamais se mettre à sa place. Donc, on est dans des différents, avec un D, c'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas exactement de la même chose, parce qu'on vient aux réalités avec des récits différents, avec des mémoires différentes. Je vais prendre juste un exemple. J'en débattais récemment avec notre confrère Christian Salençon et notre ami l'imam Krapch. On disait, mais finalement, par rapport à la laïcité, on voulait préparer une table ronde sur le thème de la laïcité. Eh bien, nous ne venons pas à la laïcité avec la même mémoire, selon qu'on est en France, selon qu'on est catholique, protestant, juif, franc-maçon, musulman. C'est pas la même histoire. Et donc, il faudrait apprendre, je dirais, à dire, attendez, on n'a pas tout à fait la même histoire, il faudrait qu'on se raconte mutuellement un petit peu les histoires, quel sens ça a pris à travers justement des vécus différents. Qui, bien sûr, c'est très important, parce que à l'échelle de la définition de la laïcité, au sens proprement juridique, qui est d'abord une notion juridique, et ça, Cadel va nous le rappeler, et nous le rappelle sans cesse, il y a une neutralité qui est absolument fondamentale. Mais oui, cette dialectique-là, elle est inachevable, elle est très importante. Et si on ne fait pas ce travail, on risque de sombrer, si on ne rentre pas dans ce travail dans lequel on respecte ces mémoires différentes, eh bien on peut rentrer dans l'idée que, de toute façon, les politiques de mémoire et d'oubli, elles peuvent tout faire à volonté. C'est-à-dire, en fait, les mémoires et l'histoire sont entièrement fabriquées, et fabriquées par les vainqueurs. Et donc, on rentre dans le scepticisme général, ou dans la loi du plus fort, la loi du récit le plus fort. Celui qui sera le plus fort sera celui qui aura eu le récit le plus fort, le plus obsessif, qui va occuper le terrain, y compris maintenant avec les films, avec les séries télévisées, etc. On est dans la guerre des mémoires, dans la guerre des imaginaires, mais du coup ça veut dire qu'on est sceptique, que le passé n'existe pas. Le passé, c'est uniquement ce que nous faisons à volonté du passé. Ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Alors je voudrais maintenant retracer une brève histoire de ce que j'appelle des régimes d'identité. C'est-à-dire, en fait, l'identité n'est pas ce qu'elle a été. Notre identité, notre concept de l'identité, je pense en termes politiques, en termes d'identité nationale, n'est pas ce qu'elle était autrefois. Il y a une histoire, qui est aussi une histoire de ce qu'on a appelé, je pense à l'historien François Hartog, les régimes d'historicité, qui correspondent d'une certaine manière à différents régimes politiques. La question humaine en général, la question sociale, c'est toujours la même question. C'est comment faire d'une pluralité, je viens de dire de mémoire par exemple, une unité vivante, vivable, cohabitable. C'est ça la question. Ça, c'est vraiment, il y a un problème extrêmement stable de ce point de vue-là. Bon. Donc c'est un problème de Régis Debray le disait toujours, c'est comment de faire d'un tas un tout. Un tas d'unités dispersées. Comment est-ce qu'on va en faire? C'est le problème du sorite. Soudain, ça fait une unité. Comment le divers fait un? Bon. C'est un problème de cohabitation, c'est un problème, je dirais presque un problème écologique, qu'il n'y ait pas un rapport, je dirais, de prédation, mais un rapport de créer une communauté, c'est-à-dire donc quelque part une symbiose, dans laquelle on est mutuellement utile et interdépendants les uns à l'égard des autres. Alors, cela peut se voir sous plusieurs régimes, qu'on peut raconter chronologiquement, mais que je vais présenter plutôt comme des régimes possibles. Un premier régime, très ancien, c'est le régime impérial. Dans le régime impérial, l'histoire, ça se voit très bien avec l'Empire romain, il y a une continuité depuis la fondation, avec une accumulation, et l'histoire est une histoire des victoires. Et donc c'est basé sur une religion des victoires notamment, mais aussi avec un sentiment, comme on trouve dans les annales de Tacite, les chroniques de Tacite, avec un sentiment de dégradation. Il y a une sorte de... Voilà, autrefois, la République, il y a une sorte de dégradation. Âge d'or, âge d'argent, âge de fer, âge de terre, c'est Hésiode, tout ça, c'est très typique de l'Antiquité, mais aussi du régime impérial. Donc avec cette dimension nostalgique. L'Empire, l'historicité impériale a cette sens de la continuité de la nostalgie.
Alors, la force de l'Empire, des identités dans l'Empire, Empire romain, mais prenons l'Empire austro-hongrois, prenons l'Empire ottoman, qui est peut-être le meilleur exemple, parce que c'est quand même l'Empire ottoman, nous ne le mesurons peut-être pas bien, c'est quand même la suite de l'Empire byzantin. Hein, les Kanuni sultans, Soliman le Magnifique, il a vraiment repris le code justinien, et il y avait une grande différence dans l'Empire ottoman entre la charia et le kanoun, ils appelaient ça kanoun, le droit commun de l'Empire ottoman, hein, bon, qui rechausse le droit impérial romain. Et donc il y a des communautés, ce qu'ils ont appelé des millettes. Les millettes, c'est des nationalités, il y a des communautés, les Arméniens, les Juifs, les ceci, les cela, les Lazes, etc., les Grecs. Il y a des communautés, y compris, c'est pas que des communautés de minorités chrétiennes, c'est il y a des communautés, et qui ont chacune leur culture, je dirais presque leur mode de vie, même presque à la limite leur juge, hein, et leur forme, etc. Bon. Et puis, l'ennui de cette situation, du régime impérial, c'est que les droits individuels sont très faibles. Faible possibilité de se marier dans une autre communauté classienne, etc. etc. Bon. Le régime impérial s'est écroulé et est monté peu à peu, notamment dans le cas de la France depuis très longtemps, depuis près de 1000 ans, peu à peu, c'est ce qui a succédé à ce régime impérial, le régime de l'État-nation, le régime national. L'identité dans le régime national, c'est une identité beaucoup plus exclusive, avec une unification de l'histoire et de l'État, comme le philosophe Hegel le montre, avec peu à peu la sécularisation d'un théologico-politique, je dirais de droit divin, hein, parce qu'il y a quand même cette identité nationale, elle est liée à cette formule d'un théologico-politique de droit divin qui s'est peu à peu sécularisée. Je dirais en gros, le peuple a remplacé Dieu, mais on a laissé en état, je dirais, la formule. Alors là, il y a le problème, les individus sont extrêmement libres, il n'y a que des individus, la République ne veut voir que des individus, mais le problème, là, c'est pour les minorités. Les minorités, il y a certains moments qui sont des moments de guerre, d'ailleurs, de guerre civile, où les minorités sont soit entièrement assimilées, intégrées, soit elles sont éjectées. C'est dans le régime national que peuvent avoir lieu des génocides. Et d'ailleurs, le problème de l'Empire ottoman, c'est quand l'Empire ottoman devient État-nation, avec que des États-nations autour, que se produit le génocide arménien. Vous voyez, ça va ensemble. Et donc, les communautés sont dans le régime national, les communautés sont faibles, elles sont tenues vraiment dans une situation de, je dirais, c'est uniquement une adhésion individuelle, et c'est parfois ennuyeux, parce que, par exemple, je prends l'exemple des langues régionales, les langues régionales, elles existent parce qu'il y a des milieux. Si on prend uniquement des individus qui peuvent y adhérer individuellement, et bien de cette manière, ces traditions culturelles, elles sont très faibles, elles se perdent très vite. Troisième régime, je vais aller un peu plus vite, c'est le régime fédéral, comme association de homogénéité et hétérogénéité, on va dire. Donc par exemple, il y a une langue et plusieurs religions, comme en République fédérale d'Allemagne, ou bien il y a une religion et plusieurs langues, comme en Belgique. Ou bien il y a les deux en même temps, comme la Suisse. Bon, ça, c'est vraiment le régime fédération. Alors là, ce qui est fragile, c'est le commun. Comment trouver du commun alors qu'on accepte vraiment une pluralité forte, hein, des régions très fortes ou des communautés très fortes. Alors bien sûr, un ciment qui s'est beaucoup désagrégé dans tous ces régimes fédéraux. Ces régimes fédéraux étaient très liés à une certaine situation de l'Europe plurilingue, mais aussi plurireligieuse. Et comme le ciment religieux s'est défait, la Belgique, par exemple, la Belgique catholique par rapport aux Pays-Bas protestants, parce que c'était ça en gros la frontière, et bien, comme ce ciment se désagrège, le ciment catholique, et bien, du coup, la société elle-même ne sait plus très bien où est son identité. Si les identités deviennent des identités linguistiques et non plus religieuses, vous voyez, bon, par exemple, ça c'est une fragilité. Puis un quatrième régime encore, c'est le régime d'identité, mais aussi le régime politique, on peut dire, c'est le régime des sociétés d'immigration, qui est un régime en fait colonial. C'est l'idée qu'il y a des colonies, on essaime, ce que faisaient un peu les Grecs, à la différence des Romains, les Grecs, ils envoyaient des colonies qui étaient chaque fois des recommencements. On recommençait ailleurs. Bon, il n'y avait pas une continuité. Il n'y a pas une continuité de l'Empire grec. Ils ne cherchaient pas la continuité. Ils refaisaient d'autres colonies ailleurs, avec des exilés, hein, qui refaisaient un noyau, avec ceux qui voulaient. Hein, ça se voit très bien dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. C'est des colons volontaires, si je peux dire.
peut-être chassé l'Europe pour des persécutions religieuses, souvent, mais qui, quelque part, établissent entre eux un covenant, c'est-à-dire un pacte, un pacte libre, de citoyens libres. Et c'est ça, je dirais, l'imaginaire de la colonie, des colons, pas au sens d'un empire colonial, hein, qui est encore une forme romaine de l'empire. L'empire français, c'est un empire romain, c'est une continuité territoriale, plus ou moins une continuité d'ailleurs. Tandis que là, on parle de colonies qui essaiment, qui recommencent ailleurs une nouvelle société libre, en quelque sorte volontaire, avec un théologico-politique, on pourrait dire d'ailleurs tout à fait horizontal, celui de l'alliance, du pacte, de la libre alliance. Mais avec le risque du coup de l'apartheid pour payer chaque régime à ses points noirs. Le régime de l'apartheid, c'est-à-dire en fait, nous formons une colonie volontaire, mais alors les populations qui étaient là, soit elles sont balayées de la carte, soit on les cantonne, on les met dans des camps, etc. etc. Mais bon, il peut y avoir la politique de l'apartheid. Je dirais que tous ces régimes coexistent aujourd'hui dans le monde. Il y a bien des sociétés issues des empires, comme dans toute la région balkanique, ou l'ancien empire ottoman, où le régime des millettes continue. Israël prolonge le statut des millettes. Hein, il y a des millettes. Dans la République israélienne, eh bien, il y a des millettes. Donc, quelque part, il y a tout ça, il y a des mixtes. Hein, j'ai proposé des modèles types, mais il y a des mixtes entre ces différents régimes qui créent, je dirais, des rapports à l'histoire, des rapports au passé extrêmement complexes. Il faut imaginer que tout ça, à chaque fois, c'est des régimes, des manières de se raconter l'histoire. Alors maintenant, là-dessus, arrive la mondialisation. C'est mon troisième point de cette deuxième partie, mondialisation, qui fait qu'on est dans une époque extrêmement dangereuse, je dirais périlleuse, une époque de mutation. Parce que il faut à la fois répondre à des processus, je dirais, techniques d'échange universel, et donc dans lesquels, si moi j'emploie une certaine technique, mais les autres devront faire de même, ou bien ils vont disparaître. Hein, on va être commensurable, ou bien on va disparaître. La technique est imposable aux autres, et donc la mondialisation, voilà, elle impose en gros les mêmes techniques partout. Mais en même temps, il y a des processus ethniques, je dirais, c'est un jeu de mots qu'on avait fait avec Régis Debray dans des débats il y a longtemps, des processus ethniques de balkanisation. Balkanisation, donc mondialisation d'un côté, balkanisation de l'autre. Il y a en même temps une mondialisation et une balkanisation. Ça revient sur ce qu'on disait au début, ouverture, clôture. Ça monte ensemble, les deux montent ensemble. Et la figure que ça prend, une des figures les plus contemporaines que cela prend, c'est l'immigration plus Internet, avec des radios numériques, etc. Ça crée un archipel identitaire, de bulles, chacun qui est ailleurs, mais qui reste dans sa bulle identitaire. C'est-à-dire, en fait, des Turcs, partout où ils sont dans le monde, sont quelque part encore des Turcs, parce qu'ils ont leur radio de ça. Déjà, les Turcs sont un peu comme ça, je connais bien, parce que j'ai habité 4 ans en Turquie. Mais voilà, c'est renforcé par... Et je pense que c'est valable partout. Les Français qui sont à l'étranger, ils restent des Français rattachés à la France. Mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Il y a 2 ou 3 siècles, quand on partait, on était quand même complètement ailleurs. Tandis que là, maintenant, on est partout dans sa bulle, si je puis dire. Donc, l'image que j'aurais, c'est l'image d'une mayonnaise, si on regarde au microscope. Parce que quand on regarde au microscope, c'est une émulsion. Car en fait, il y a plein de des petites bulles d'acide. En fait, c'est le contraire. Il faut imaginer un milieu acide dans lequel il y aurait des petites bulles grasses, des petites bulles d'imaginaire. Peu importe mes métaphores qui sont tout à fait nulles, mais vous voyez l'idée. Hein, c'est un mélange, c'est une émulsion identitaire dans un milieu hostile, on va dire. Et une autre figure de cette société de réseau, et qui est très forte, ce sont les mafias. Je pense que la mafia, j'en parlais il y a très longtemps avec des anciens élèves d'Istanbul, de Galatasaray, qui disaient en fait, ce qui monte partout dans le monde, c'est la forme mafieuse. Et en fait, on est des réseaux, les copains de nos amis, les copains sont nos amis copains, c'est valable à l'intérieur de chacune de nos sociétés. Les formes mafieuses ne sont pas du tout des formes archaïques, ce sont des formes ultra-modernes de société, dans la mondialisation et dans la société de réseau, la société numérique. Voilà en gros le problème. Et donc, dans ce problème, je dirais, les identités sont soit dissoutes, soit durcies par la mondialisation. Et je veux montrer ça sur le cas français, du récit français. Nous sommes tiraillés entre deux tentations, on va dire. La première, c'est la tentation, on pourrait dire démocratique, de faire un récit national tellement inclusif, tellement ouvert,
admettant tellement toutes les appartenances, je dirais même toutes les mœurs, bien, finalement, le socle commun va être un socle, le code commun va être extrêmement, quelques règles ultra minimales, on va dire. Donc c'est une société vraiment libérale, très libérale, avec beaucoup de libertés individuelles, mais en même temps, une grande, voilà, un récit commun extrêmement minimal. Ce serait en gros le récit commun d'un centre commercial. J'exagère à peine, dans lequel finalement chacun met dans son caddie ce qu'il veut, c'est son choix, c'est l'imaginaire du choix individuel, chacun va qu'à ses affaires, personne ne s'occupe des autres. Et donc c'est une société extrêmement lisse, on se croise, on ne se regarde pas, on ne se parle pas, on est très tolérant, mais à la limite on est indifférent. C'est une société extrêmement froide. Est-ce que ça suffit pour faire une société? Voilà le problème. Et je pense qu'il faut regarder ce problème en face. En fait, quand on fait ça, quand on affaiblit, quand on dissout, quand on ouvre trop le récit à n'importe quoi, vraiment, ou qu'on le réduit à quelque chose de trop minimal, eh bien, on affaiblit la capacité d'identification, la capacité d'empathie, la capacité de se sentir appartenir à cette communauté. Finalement, c'est une communauté, c'est pas une communauté. C'est comme si on souscrivait à une compagnie d'assurance. Où est la communauté? Donc, voilà, on a besoin. Là, c'est trop multiple, c'est trop labile, on a besoin quand même d'une histoire commune, on a besoin d'un code commun, on a besoin de s'appuyer sur un trésor symbolique commun. Hein, c'est ça qui manquerait dans cette première figure. Je vous donne juste un exemple, je ne sais pas si j'ai le temps, mais un exemple, c'est l'exemple des foyers d'étudiants. Vous avez un foyer d'étudiants international, vous avez des étudiants qui arrivent du Brésil, de Russie, de Chine, des États-Unis, d'Allemagne, de France. Hein. Et chacun vient avec sa manière de vivre, sa manière de faire la cuisine, sa manière de vivre les soirées, et ça fait des frottements. Ça fait des frottements, ça fait des disputes, ça fait des conflits dans les couloirs, ça fait ça. Et très vite, c'est pour ça que les foyers, c'est un ami sociologue qui avait travaillé sur les foyers internationaux comme ça, pour montrer que la grammaire libérale, au sens de grammaire du lien, l'emportait toujours, parce qu'en fait, quand il y a eu beaucoup de conflits, on en arrive à un code minimal, c'est on ne dérange pas le voisin. Donc on ne fait plus de cuisine dans le truc commun, on fait la cuisine individuellement et on retourne dans sa chambre pour manger tout seul ou avec ses deux copains mais sans faire trop de bruit. Vous voyez, bon, c'est la grammaire libérale, c'est-à-dire en fait chacun est libre, personne ne va venir mettre le nez dans vos affaires, mais en même temps on ne dérange pas son voisin. Bon. Première ici. Donc là c'est l'identité, je dirais, dissoute. De l'autre côté c'est l'identité, l'autre tentation, je dirais, c'est l'identité durcie, qui se renforce. Et là, ce serait plutôt le discours, en guillemets, républicain, au sens fort, dans lequel on a un récit, je dirais, plus exclusif. Ceux, on est dedans, on est dehors. Hein. La France, aimez-la, ou bien partez, quittez, avec une histoire commune, plus ou moins obligatoire, contraignante, avec, si possible, une religion commune. Bon, là, ça devient difficile, mais si c'est plus le catholicisme, ça peut être la laïcité, d'une certaine manière. Avec une langue commune, dans laquelle on va détruire les autres langues, il faut bien qu'il y ait une langue, donc très faible tolérance à l'égard de la pluralité linguistique. Et donc, voilà, c'est ça qui fait un discours très, très construit. Mais, du coup, toutes les minorités qui seront là-dedans, et qui sont nombreuses, sous tous les aspects, langue, culture, histoire, religion, quoi que ce soit, eh bien, elles vont avoir, ou en plus sociales, parce qu'il y a des ségrégations sociales, il y a des... Eh bien, elles vont avoir tendance à faire la même chose, c'est-à-dire à se faire des communautés exclusives à leur tour, des communautés qui se protègent, de cette identité nationale, en renforçant, comme des grumeaux, excusez-moi mes métaphores culinaires qui sont très mauvaises, dans un milieu hostile, on forme des grumeaux de communautés qui se défendent, hein, qui vont se défendre, qui vont devenir elles-mêmes, à leur tour, exclusives. C'est-à-dire, en fait, toi t'es de nous, soit t'es des autres, soit sinon t'es un traître. Vous voyez, ça peut devenir extrêmement... Ça peut aller jusqu'à la sécession, donc ça peut aller jusqu'à la guerre civile. Vous voyez, donc là l'identité, elle me semble trop dure, trop fermée, on a fait trop de l'un au dépend du multiple, etc. Voilà, voilà le piège dans lequel nous sommes, et qui fait la difficulté à se sentir appartenir à la communauté, à ce récit national, à cette communauté nationale. Alors ma troisième partie voilà, qui a pour titre Hospitalité narrative et horizon commun, a pour propos de chercher à sortir de ce piège. Je ne suis pas du tout prophète, je ne vois pas l'avenir, je vais dire ce que je souhaite, hein, plutôt, mais je mesure
la dangerosité des passages. Il faut voir que quand on est passé du régime ancien au régime de l'État-nation moderne, ça s'est produit en France et partout dans l'Europe avec des guerres terribles qui sont par hasard des guerres de religion. Les guerres de religion ont été les marqueurs du changement de régime politique, du régime d'identité, pour rentrer dans l'identité moderne. Et le passage de l'Empire ottoman à l'État-nation turc, qui était aussi l'État-nation grec, l'État-nation bulgare, l'État-nation arabe, c'est fait dans des guerres, et y compris donc dans des guerres génocidaires. Bon. Oui, donc c'est un moment dangereux, il faut faire doucement. Dans le changement de régime, le glissement de l'un à l'autre, il ne faut pas trop vite casser un moteur en disant on a trouvé le nouveau moteur, il ne faut pas trop vite se laisser enthousiasmer par le nouveau moteur. En même temps, voilà, on voit bien que l'ancien moteur, il ne marche plus vraiment très bien. Donc la question c'est comment repenser une cité capable de supporter une pluralité d'identités pour les individus, mais aussi pour les communautés. Mais tout ça sous l'horizon, je dirais, d'un projet commun assez étoffé pour les tenir ensemble. Voilà pour moi la formule de la question. Je vais commencer par un petit détour apparent. Je veux revenir à la notion de présentisme que j'évoquais tout à l'heure. C'est un mot qui a été mis en avant par un historien qui s'appelle François Hartog, dont je parlais tout à l'heure parce qu'il a beaucoup développé des notions de régime, d'historicité. Le présentisme, c'est le fait que, en gros, c'est le présent qui compte. Le passé ne compte pas, même à la limite, le futur ne compte pas, nos futurs. Vivons le présent et le reste, on s'en fiche un peu. Je dirais cette puissance du présent, cette autocentration sur le présent, elle peut aussi faire du présent le lieu d'où on juge facilement les anciens. Au nom du présent, alors justement, c'est là qu'on a, par exemple, le déboulonnage des statues. Alors c'est une question très intéressante, parce que chaque présent peut déboulonner les statues qui ne lui conviennent pas pour refaire les statues qui lui conviennent. Et c'est là que j'ai envie de dire, on a besoin de laisser des traces du passé, quitte à les réinterpréter, quitte à les mettre en conflit avec de nouvelles traces. Plutôt que déboulonner les statues, ce qu'il faudrait faire, ce serait faire voir le conflit des interprétations, faire une autre statue à côté, ou la mettre en débat avec d'autres interprétations. Colbert est un personnage très intéressant, justement, de ce point de vue-là, parce que justement, on peut le lire sous plusieurs profils. C'est le même qui et qui, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. J'irai même plus loin. Je pense que nous avons, c'était le romancier, l'écrivain Roman Kundera, qui comparait Orwell et Kafka, et il disait, ce que j'aime pas chez Orwell, c'est qu'il orwellise, si je puis dire, c'est le mot utilisé par Kundera, c'est-à-dire qu'en fait, pour se battre contre le totalitarisme, il a lui-même un imaginaire totalitaire. Il y a tout dans le monde de 1984 est un monde est totalitaire, on va dire. Alors que, par exemple, Kafka, dans le procès de Kafka, au moment le plus terrifiant du procès de Kafka, au moment où il va rentrer dans la salle d'audience pour être jugé sans aucune preuve, sans rien, eh bien, il se retourne et il voit une jeune fille en train d'étendre du linge, un homme pieds nus en train de lire le journal. Si vous voulez, il reste des éléments humains, des éléments... Et le passé ne peut pas être orwellisé, comme on voit dans certaines conceptions du passé, dans lesquelles tout le passé est orwellisé. Je sais pas, le passé catholique, dans un certain imaginaire, on a le sentiment que c'est orwellien, c'est uniquement l'Inquisition et je sais pas trop quoi, et les croisades. Le passé colonial, c'est complètement orwellisé. Non, il faut respecter l'épaisseur du passé dans ce qu'il a été vécu, avec aussi des espoirs, avec des complexes, avec du mix, c'est ça le rapport au passé. Donc, prenons garde à l'extrême puissance de notre présent. Nous sommes puissants par une semaine de guerre au Proche-Orient peut détruire les traces archéologiques accumulées depuis millénaires qu'on n'avait jamais pu à ce point détruire. Bon. Ou bien des bulldozers peuvent détruire le passé, jeter pêle-mêle. Nos puissances, nos industries d'imaginaire avec le cinéma aujourd'hui peuvent nous reconstituer un passé sur mesure pour aujourd'hui par rapport à nos jugements et à nos valeurs d'aujourd'hui et qui nous empêchent de comprendre le passé. Donc méfions-nous de notre propre puissance par rapport au passé. Il faut que le passé ait de quoi résister au nouveau. Il faut que l'ancien ait de quoi résister au nouveau. Je dirais à l'inverse.
Il y a d'autres époques dans l'histoire où, au contraire, c'est le nouveau qui n'a pas de quoi résister au passé, tellement le passé est lourd, tellement le passé est puissant, tellement le passé, s'impose, écrase le présent. Ça existe aussi, hein, donc il faut bien tenir compte de l'équilibre entre les deux. Alors justement, toute la question va être la question de la juste mémoire. Comment penser une juste mémoire? Il y a du prescriptible et il y a de l'imprescriptible en termes de justice, justement. Mais c'est aussi la juste mémoire, c'est aussi en sens de la justesse du rendu, presque dans un concept esthétique, on va dire, du rendu, de la représentation du passé, mais dans la représentation de nous-mêmes, de notre propre identité, C'est-à-dire, par rapport au passé, il faut à la fois le représenter, c'est à la fois le rapprocher, hein, on a des représentations, on le remet au présent, mais en même temps, on l'éloigne, on le remet à distance. Hein. Il faut voir que, par exemple, les pierres dressées qui représentaient des personnages morts, c'était une manière aussi, c'était étudié par des historiens, par des archéologues, c'était aussi une manière d'arrêter les morts, de les fixer, qu'ils ne se promènent pas partout, qu'ils ne soient pas partout. Il faut aussi mettre à distance le passé, arrêter les morts. Il faut faire séparer le monde des morts et le monde des vivants. Hein, c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait un cimetière. Voilà, ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Il y a un endroit, ils sont là, sous ces pierres. On a une sépulture, on leur rend hommage, mais en même temps, ils sont mis à distance. C'est très important. Lorsque le passé revient, lorsque le passé envahit le présent, lorsque les morts envahissent les vivants, on a ces scènes épouvantables de Kinshasa à la fin de la guerre civile, où finalement les enfants peuvent être considérés par leur propre famille comme des morts qui sont revenus, et donc comme des sorciers qu'il faut chasser, qu'il faut tuer, etc. C'est des scènes, c'est des moments de panique, on va dire, totale. Donc la représentation, à la fois qui rapproche mais qui remet à distance du passé, elle est différente dans l'histoire, dans la justice, dans le politique, dans le débat public, dans les arts. Et il y a différentes manières de représenter le passé. Il y a bien sûr l'histoire, hein, qui est là pour recouper les archives, les documents, etc., pour identifier le passé, trouver ça, l'identifier, le localiser et l'identifier. La justice, eh ben, c'est les grands procès, hein, le procès Papon, qui en quelque sorte sont des occasions de rouvrir la mémoire et d'en traiter, mais pas du tout pour réenvenimer sans cesse. Le but de la justice, c'est quand même d'établir la paix sociale. C'est de rouvrir le passé pour qu'enfin il puisse passer, je dirais. La fonction du débat, la fonction du politique, là, ça serait plutôt de... Parfois, il y a des lois mémorielles pour... Lorsque réellement on a du mal à se souvenir de quelque chose, il y a un devoir de mémoire. Rappeler bon, ben, il y a eu un génocide, il y a eu des choses épouvantables en Algérie, il y a eu l'esclavage, rappeler ça. Et donc là, il y a vraiment un travail de mémoire qui se fait, dans lequel les représentants de la nation représentent notre identité, pas seulement dans l'identité des gloires, mais aussi l'identité non seulement des malheurs, que souvent on veut oublier, ou des humiliations du passé, mais aussi des crimes du passé. Tous les débats aujourd'hui autour du Rwanda. Et puis le débat public. Ricoeur dit non, ça se fait dans le dissensus civique. Il faut ouvrir les débats publics, il faut accepter qu'il y ait du débat sur le passé et du débat sur les identités. Et puis finalement, il y a les arts, la littérature, le cinéma, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une dimension de réactualisation du passé dans les arts. Tout ça, ce sont les formes du passé. Et donc, ce sont toutes ces différentes formes qui doivent être, je dirais, averties du danger du présentisme, de ne pas écraser, de ne pas trop vite juger le passé. Bon. Alors, cette parenthèse, je dirais, cette précaution, je dirais, mise à la clé de notre réflexion, maintenant, il me reste à terminer sur la notion d'hospitalité narrative. C'est-à-dire qu'en fait, on sort d'une époque État-nation dans laquelle il y a une mémoire officielle, il y a un récit officiel, et qui se présentait comme neutre. Et en fait, il n'était pas neutre, évidemment. Il est lui-même construit sur l'expulsion d'autres récits. Récemment, je relisais l'histoire de la Révolution, l'histoire de France de Michelet, et je voyais que Michelet allait très 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 loin, je dirais, dans la réhabilitation du récit huguenot, notamment par rapport à la révocation des Nantes, par rapport à Coligny, à Calvin, etc.
dans lequel, d'une certaine manière, Guizot a établi une sorte de compromis, on va dire, qui était peut-être nécessaire, mais on pourrait aller plus loin, à l'aune de ce qui se fait par rapport à la colonisation, etc. On peut dire que l'histoire française s'est quand même construite sur l'expulsion d'une autre histoire possible, qui aurait été l'histoire d'une France atlantique, d'une France, je dirais, la partie huguenote de la France, finalement, elle est partie vers l'Angleterre et vers les Pays-Bas, elle est partie ailleurs, très tôt, hein, dès la Saint-Barthélemy. Donc, voilà, notre histoire, il y a un retour des autres passés possibles, des passés coloniaux, avec des lacunes, avec des trous narratifs, parce que les archives sont trouées, justement. Il n'y a pas d'archives, parce que l'État-nation a sélectionné les archives, notamment. Et donc, avec une compétition des mémoires. Donc, c'est un moment extrêmement dangereux. C'est un moment potentiellement très dangereux. Donc, il y a vraiment ce travail de mémoire, mais qui est aussi un travail d'histoire, de mise à distance, d'institution d'une pluralité critique des mémoires. Et avec du dissensus civique. Alors c'est là que je dirais, le récit doit changer de forme. Ce n'est pas un mono-récit, comme s'il y avait un seul point de vue, c'est forcément, ça devient un récit polycentrique. Un récit, il y a plusieurs voies narratives, un récit qui lui-même comprend une hospitalité narrative, à la pluralité des récits. Dans le double sens de l'autre dont je parlais tout à l'heure. On est accueilli, on est accueillant au récit des autres. Faire place dans mon récit au récit de l'autre. Hein, faire place dans le... Il y a un récit, alors anime, c'est évident, il y a un récit protestant extrêmement, je dirais, complaisant à l'histoire protestante, et qui fait peut-être pas assez de place à d'autres récits, au récit catholique, mais c'est général. Donc, comment refaire le cercle pour convertir l'hostilité en hospitalité mutuelle, et qui est une hospitalité conditionnelle, à condition de faire place aux autres. Bon. Eh bien, ça demande de refaire le cercle pour l'identité de la France, pour l'identité nationale, réélargir, refaire le cercle de la pluralité des traditions. Je trouve que dans le récit français, on met tout le temps en avant les Lumières, qui sont elles-mêmes d'ailleurs expurgées de plein d'autres choses, parce que les Lumières c'est très complexe. Bon. D'ailleurs, les Lumières, c'est aussi le récit colonial, c'est aussi le récit, donc il ne faut pas prendre les Lumières sans les ombres des Lumières, si je puis dire. Bon. Non, on a besoin, les Lumières, la modernité est un projet inachevé, disait le philosophe Habermas, mais je dirais que toutes les traditions sont inachevées. Je dirais la tradition socialiste est inachevée, la tradition monastique est inachevée, la tradition de la Renaissance est inachevée, la Réforme est inachevée, la tradition grecque, la tradition romaine est inachevée. Ces traditions, elles sont vivantes, elles continuent, et il faut les faire dialoguer. On a besoin de la pluralité de ces traditions pour créer un cercle dans lequel on a besoin de se corriger mutuellement, chacun apportant, je dirais, le meilleur. Mais justement, un seul de ces récits serait le seul, ce serait très dangereux parce qu'il prétendrait répondre à toutes les questions et en fait il soulèverait d'énormes questions. On a besoin de cette pluralité. On a besoin de cette pluralité pour faire ce travail, je dirais, au sens positif, idéologique. Macron utilisait souvent, avant d'être président, cette notion d'idéologie, au sens, une nation c'est aussi une idéologie, en fait c'est aussi un imaginaire commun, un récit commun. Et donc il y a une fonction idéologique de ce récit commun, je dirais même à la limite de cette épopée, mais simplement cette épopée désormais, c'est une épopée pluraliste, une épopée avec un récit polycentrique. Et donc, avec une pluralité, d'ailleurs il n'y a pas que le récit, il y a une dimension, il y a d'autres genres littéraires que le récit, une dimension poétique, etc. Et alors c'est là que je termine par le deuxième aspect, il n'y a pas que l'hospitalité narrative des passés, etc. Il y a aussi vers demain, vers l'avenir, un horizon commun. L'identité n'est pas uniquement l'identité narrative du passé, fût-il les passés, hein. C'est aussi l'horizon commun. Donc il faut aussi apprendre à se déplacer de son propre point de vue, de sa propre finitude, de son point de vue subjectif, pour rouvrir ensemble dans le passé des possibles enfouis, des avenirs inédits, hein, des promesses non tenues, hein, qui ont été écrasées par le passé, ou simplement qui n'ont jamais pu se développer. Donc là, tout à l'heure, il y avait un travail de l'intégration de la pluralité des récits. Je dirais maintenant, il y a un travail de l'écart. Il faut sortir de nous-mêmes, de ce nous-mêmes un peu engoncé dans le passé, dans l'identité comme passé, pour aller vers quelle identité allons-nous faire ensemble. Comment est-ce que nous allons refaire un pacte? Comment nous allons refaire un horizon commun? Et là, il y a une fonction poétique et prospective, je dirais, de l'utopie. Je parlais d'idéologie. Le sociologue
allemand Karl Mannheim mettait en débat l'idéologie et l'utopie. L'utopie, c'est justement, il y a une fonction utopique qui n'est pas celle d'une évasion hors de la réalité, qui n'est pas le tout ou rien, l'utopie totale. On va remplacer la réalité par une utopie. Bon, non, ça, il faut se méfier de cette dimension-là de l'utopie. Mais la fonction utopique, c'est positive, c'est de critiquer l'existant au nom du possible, au nom d'un possible inachevé, et notamment au nom des intentions, des promesses non tenues, on va dire. On va rouvrir. Voilà, ça, c'est la fonction poétique et prospective de l'utopie. Donc, voilà, je dirais, l'identité n'est pas seulement dans le passé que l'on a reconnu dans sa diversité, mais elle est aussi dans ce que nous allons faire, dans notre projet inachevé. C'est pour ça que je disais, l'identité, elle est poétique au sens propre du terme, poiein. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Donc, Ricoeur avait cette formule, en changeant son imagination, l'homme change son existence. Il faut changer notre image du possible, notre imaginaire du possible. Il faut trouver un horizon commun qui est un horizon à faire. Qui n'est pas, le monde n'est pas fini, si je peux dire. Et notre identité n'est pas finie. Hein, elle est inachevée. Je dirais juste deux choses pour terminer, pour penser cet horizon commun. L'horizon commun, il surgit face à des questions inédites. Nous sommes, depuis 30, 40 ans, occupés par la question de l'identité, par la question de la sécurité. Il y a peut-être d'autres questions qu'il est temps de mettre à l'ordre du jour, si je peux dire, à notre agenda. Notre agenda politique, mais aussi notre agenda éthique et je dirais simplement imaginaire. Hein, quelles sont les questions qui vont créer un horizon commun? Les questions neuves, les questions inédites, qui vont, je dirais, déclasser les anciennes questions pour les reposer de manière différente. Eh bien, ces questions communes, moi j'en vois une question commune très importante, c'est la question écologique. Pas du tout conçue comme le luxe de me protéger, etc., mais comme simplement la survie de la planète et la survie de l'humanité et la possibilité des sociétés. Je pense que les questions climatiques, les questions de raréfaction des ressources, c'est pas seulement une question technique, et oui, c'est aussi une question technique, c'est aussi une question économique. Il faut vraiment investir dans la recherche, ça fait partie de notre identité. La recherche scientifique, c'est comme les arts tout à l'heure. Là, il y a vraiment, il faut mettre le paquet là-dessus. Nous sommes ça aussi, nous sommes aussi, je dirais, l'histoire de la science n'est pas achevée, elle fait partie de notre identité désormais. Mais c'est aussi un imaginaire de la reconnaissance, de la pluralité, de l'adorable, je dirais, pluralité des formes de vie. Nous découvrons, justement, à l'occasion de la disparition des espèces, combien c'est important la diversité biologique, mais c'est aussi la diversité culturelle, la diversité des langues, le trésor qu'est la diversité des langues, la diversité des cultures. Je vais parler de Lévi-Strauss en commençant, je peux terminer par lui. Il faut faire l'éloge de cette diversité, redécouvrir écologiquement, dans un sens très radical, cette pluralité des formes de vie, et qui sont aujourd'hui massivement humiliées. Je pense que notre problème aujourd'hui, par rapport à l'identité, nos identités, nos réelles identités, nos identités culturelles, elles sont souvent humiliées, y compris l'identité de la majorité, en guillemets, l'identité française, l'identité européenne. Nos identités sont profondément humiliées parce que ce qui est en avant, c'est la sécurité, ce qui est en avant, c'est toujours l'économie, c'est le marché. Les questions d'identité sont humiliées, donc non, il faut les reconnaître, leur faire place, justement dans leur diversité, et aussi dans leur interdépendance. Ce sera mon dernier mot. Je pense qu'il n'y a de pluralité reconnue qu'en reconnaissant leur interdépendance. Chacune de nos identités, je le disais au début, elles sont enchevêtrées avec celles des autres, elles sont inséparables de celles des autres. Et bien je pense que voilà, nous avons besoin de penser l'interdépendance de nos identités et de nos formes de vie. Merci.